Ce n'est pas une formation, c'est une conférence qui est organisée dans le cadre des conférences qui vont avoir lieu sur ces quelques semaines qui vont venir, donc dans le cadre du Forum international de nutrition intégrative. Dans la deuxième édition se déroulera le 2 et 3 juin prochain. Je vous en parlerai vers la fin pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez rester vers la fin. Et donc, dont la thématique, pour certains, vous l'avez deviné, porte sur la prise en charge intégrative de l'obésité et des troubles associés à l'obésité, donc en gros la perte de poids, mais il n'y aura pas que la perte de poids au sens propre, on va aborder un tas d'autres thématiques dans cette formation, comme je vous disais, organisée les 2 et 3 juin sur la perte de poids avec un ensemble de conférenciers dont je vous parlerai vers la fin. Bon, concentrons-nous maintenant sur cette conférence. Donc, j'ai dénommé cette conférence « Les clés scientifiques pour comprendre la perte de poids » parce que il ne va pas s'agir ici d'une conférence pratico-pratique. Je vais vous donner des solutions pratiques, etc. parce que une conférence ne va pas suffire et ça sert strictement à rien de donner des conseils classiques, hein, diététique, activité physique, ce genre de conseils qu'on trouve un peu partout, donc ça sert à rien de vous faire perdre votre temps. Par contre, je vais vous donner une vue d'ensemble de comment qu'on aborde ce que l'on appelle la perte de poids. Et ensuite, je vais focaliser sur une chose précise. Vous allez voir, c'est quelque chose de relativement intéressant. Pour certains d'entre vous qui ont fait certaines de mes formations, ils connaissent plus ou moins déjà, mais il y a de nouvelles choses ici à ajouter, notamment l'interaction. Donc, ici, je parle de l'interaction entre le poids en tant que marqueur anthropométrique et l'inflammation en tant que marqueur métabolique, et comment on combine les deux pour pouvoir améliorer ou optimiser ou personnaliser la quantité de macronutriments, soit protéines, lipides ou glucides, dans un processus de perte de poids. Donc, c'est une méthode qu'on utilise en nutrition du sportif, mais qui s'applique extrêmement bien aussi chez les personnes obèses et pour un but de perte de poids. Bon, commençons tout d'abord par des petites définitions. Qu'est-ce que c'est que le poids déjà? Donc, quand on parle de poids, le poids au sens strict, comme vous le savez, c'est une grandeur physique. Merci de ne pas écrire sur l'écran parce que ça se voit et je suis obligé de départager et de repartager l'écran pour que je puisse me débarrasser de ce que vous avez dessiné. OK. Donc, comme je vous disais, le poids est une grandeur physique au sens absolu, c'est une grandeur physique et bon, comme vous le savez, c'est le produit de la masse par l'accélération de la gravité. En médecine, en biologie, on utilise donc le terme poids de manière abusive pour désigner ce qui est physiquement la masse. D'accord? Donc, ce que vous voyez sur la balance, ce n'est pas le poids, c'est la masse. D'accord? Ce n'est pas une force, c'est juste la masse. Ok, donc c'est la masse corporelle, en gros. Bon. C'est un indicateur superficiel, visuel. Donc, plus ou moins, sauf si on est dans des situations un peu complexes ou des situations précises, quand on regarde quelqu'un, on sait à peu près, plus ou moins, s'il est en excès de poids ou s'il est trop maigre ou s'il a un poids plus ou moins optimal. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas et c'est ce que je disais, quelqu'un qui a 25 d'IMC par exemple ou à 26 ou 27, hein, ça va être difficile de distinguer s'il est réellement en surpoids ou pas.
Pareil, quelqu'un qui est à 18, 19 d'IMC, ça va être difficile de distinguer s'il est en sous-poids ou pas. Mais mis à part ces situations-là et mis à part une ou deux autres situations, on peut avoir une densité importante de tissu adipeux comparée à la composition corporelle de l'individu, mis à part ces situations-là. En gros, en général, quand on voit quelqu'un directement à l'œil nu, on sait à peu près s'il est donc en sous-poids, en surpoids ou avec un poids optimal. Donc, c'est un indicateur superficiel. Voilà, donc ce que vous voyez dans la balance, ça traduit à peu près avec plus de précision ce que vous voyez. Bon. À partir de ce marqueur, comme vous le savez, on mesure, plutôt on calcule, marqueur calculé qu'on appelle l'indice de masse corporelle, Body Mass Index, qui est en fait le poids qui est pondéré par la taille. Comme on est sur des êtres humains, hein, en général, un être humain n'a pas une forme carrée, n'est-ce pas? Et donc, on est plutôt de forme allongée, plus ou moins rectangulaire. Et donc, c'est pour ça que l'indice de masse corporelle est intéressant pour pouvoir identifier un petit peu par rapport à la taille, la quantité de matière qu'on a par rapport à la taille de l'individu. C'est un indicateur calculé qui est très, très utilisé, qui est très utile aussi, et très intéressant, mais qui est insuffisant. On va le voir après. OK. Bon, ça, c'est des généralités. Donc, le poids en tant que tel, c'est un indicateur superficiel, comme on l'a dit, et donc, toutes les notions qu'on connaît sur le poids et toutes ces régulations, ces variations qu'on a au cours de la même journée, au cours de la semaine, au cours des mois, voire des années, tout ça est régulé par des processus métaboliques. OK? Donc déjà, ici, le décor est posé. Vous avez un indicateur superficiel et vous avez un indicateur ou des indicateurs, pardon, internes, donc métaboliques. Alors, ça peut être aussi psychologique, mais on considère ici que tout ce qui est psychologique, émotionnel, psycho-émotionnel, cognitif, appelez ça comme vous voulez, est aussi métabolique. Il y a toujours une base métabolique. Donc, tout ce qui est cognitivo-psycho-émotionnel, bah, c'est régulé par les neurotransmetteurs, plus ou moins avec le fonctionnement, bien sûr, du système nerveux autonome, avec des zones précises au niveau du cerveau, etc., du système nerveux en général. Et donc, c'est la transmission de l'influx nerveux qui détermine tout ça. Et donc, on considère que c'est aussi métabolique. Bon. Donc, ces processus métaboliques vont réguler la variation du poids. La variation du poids qui nous intéresse ici, ce n'est pas la variation intrajournalière, ça correspond à complètement autre chose. C'est les interactions ponctuelles entre l'environnement immédiat et l'organisme. Et ce n'est pas du tout ça qu'on cherche quand on cherche à traiter un patient obèse ou au sein d'un processus de perte de poids. Ça n'a strictement rien à voir avec ces variations intrajournalières. Les variations aussi intra-hebdomadaires sont aussi relativement éloignées de ce que l'on cherche, nous, à avoir comme marqueur. Donc, c'est des variations qui existent. Donc, d'un jour à l'autre, on peut avoir des changements au niveau du poids, parfois même des changements relativement importants. Mais ça n'est pas des changements qui correspondent à ce que nous on cherche, puisqu'on cherche en fait des changements durables au niveau du poids.
Et donc, les variations intrajournalières, intra-hebdomadaires ne sont pas du tout à considérer. Ce qui nous intéresse, c'est les changements au niveau des moyennes qu'on obtient, soit donc sur le mois, soit sur des périodes beaucoup plus longues. Et donc, le poids réellement, tel qu'on le conçoit en termes donc pour la perte ou même pour la prise de poids, c'est le poids qui se mesure sur les tendances lourdes, c'est-à-dire sur minimum plusieurs mois, c'est-à-dire une évolution du poids mesurée sur plusieurs mois, 6 mois, 8 mois, etc. C'est quand même un délai court pour pouvoir estimer si la personne a obtenu un certain poids avec une certaine stabilité et un changement aussi au niveau des processus métaboliques qui permettent cette régulation. D'accord? En gros, pour résumer ici, quelqu'un qui perd, admettons, 15 kilos en 6 mois et qui les reprend dans les 3 prochains mois, par définition, il n'a pas perdu de poids. Donc, on dit il a perdu 15 kilos sur les premiers 6 mois. D'accord? On utilise cette expression-là de perte, mais dans le cadre des 6 mois, mais dans ce qu'il faut considérer par rapport à ce que l'on cherche, c'est-à-dire une stabilité au niveau du poids, cette personne n'a jamais perdu de poids. Donc, quand on détermine si une personne a vraiment perdu du poids, c'est quand je dis vraiment perdu du poids, c'est ce que j'avais expliqué avant, c'est-à-dire que le poids étant un marqueur superficiel, ça n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est tous les processus métaboliques qui sont derrière et qui ont fait que la personne est ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire qui ont fait que cette personne soit obèse actuellement. Une personne n'est pas obèse juste comme ça. Elle est obèse parce qu'il y a un certain nombre d'adaptations métaboliques qui se sont faites, bien sûr avec différents éléments qui sont entrés en jeu, que ce soit la génétique, que ce soit l'environnement. Mais en gros, entre ces deux-là, on a tous les processus métaboliques, toutes les adaptations métaboliques qui se sont faites. On va voir quelques exemples juste après. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la perte de poids et le maintien de cette perte sur une tendance lourde. Ça n'est pas sur quelques semaines, quelques mois. D'accord? N'importe qui, si vous lui expliquez 2-3 choses en 5 minutes, il sera capable de faire perdre du poids à un patient obèse, probablement n'importe comment, probablement parfois ça pourrait être dangereux, mais n'importe qui pourrait le faire. C'est extrêmement facile, extrêmement simple. Il suffit de créer une restriction calorique en diminuant ce qu'il mange et en augmentant son activité. Mais c'est juste une diminution qui va être limitée dans le temps. Au bout, en général, de 2-3 mois, la personne ne perd plus de poids, une stagnation, et puis elle reprend ensuite la totalité du poids qu'elle a perdu, voire plus, enfin, souvent plus. Ok, on dit ici que cette personne-là a fait ce que l'on appelle le yo-yo, mais elle n'a pas perdu de poids, puisqu'on a dit que le poids qui nous intéresse, en fait, ça se mesure sur les tendances lourdes. Si une personne a perdu du poids pendant quelques semaines, quelques mois, et qu'elle l'a repris, ça veut dire qu'elle n'a pas perdu ce poids, en fait, concrètement. OK? Donc, la régulation pondérale obéit à une régulation métabolique, globalement, d'accord? Et qu'est-ce que c'est que cette régulation métabolique au sens général du terme? Alors, vous avez deux choses ici, deux grands groupes de voies métaboliques. Vous avez les voies métaboliques qui sont en rapport avec l'anabolisme et le catabolisme, pas uniquement énergétique, mais aussi protéique. D'accord? Et vous avez également tous les autres mécanismes métaboliques qui vont réguler, d'accord, ces deux grands groupes
de processus métaboliques, c'est-à-dire l'anabolisme-catabolisme énergétique et l'anabolisme-catabolisme protéique. Donc, vous avez ces deux-là, ces deux groupes de voies métaboliques, anabolisme, catabolisme énergétique, anabolisme, catabolisme protéique, d'accord, plus donc toutes les autres voies métaboliques qui vont réguler ces deux mécanismes-là. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, il ne s'agit pas juste d'une balance anabolisme-catabolisme, encore moins une balance anabolisme-catabolisme énergétique uniquement. D'accord ? Dedans, il y a aussi les protéines. Donc, il y a aussi l'anabolisme protéique et il y a le turnover des protéines également. Mais ces deux-là ne permettent pas d'expliquer la totalité des phénomènes métaboliques qu'on a lorsqu'il s'agit d'une prise de poids ou d'une perte de poids. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on tombe dans des contradictions qu'on n'arrive pas à expliquer et qui reviennent sur des explications un peu bateau, comme chaque personne est différente de l'autre, il y a une variabilité interindividuelle importante, etc. C'est la génétique, c'est ceci, c'est cela, etc. Donc, oui, tout ça rentre en jeu, mais pas que. Donc, il y a un ensemble d'autres groupes métaboliques, groupes de processus métaboliques, qui régulent ces deux groupes, ces deux mécanismes métaboliques importants. D'accord ? Donc, la restriction calorique telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire la baisse de la quantité des aliments ingérés et l'augmentation de l'activité, souvent on utilise l'activité physique pour augmenter le niveau de dépense énergétique. Donc, ça, c'est très important, d'accord ? Ça s'appelle la balance énergétique, mais c'est très insuffisant aussi. OK. Je regarde en même temps. Alors, OK. Les balances qui précisent les pourcentages sont-elles fiables? OK. Oui, ça dépend. Il y a, en fonction des balances, vous avez souvent, bon, dans les balances de bonne qualité, vous avez souvent soit sur la balance elle-même, en bas en général, soit dans le manuel qui accompagne ça, la marge d'erreur. En général, la marge d'erreur, elle est en moyenne, autour de 100 grammes pour l'épaisse personne. La marge d'erreur est de 100 grammes, plus ou moins. Il y a d'autres balances plus anciennes qui indiquent une marge d'erreur de 200 grammes, 150 grammes plus ou moins, et d'autres qui sont un peu plus précises qui indiquent une cinquantaine de grammes. Mais on est en moyenne autour de une centaine de grammes à peu près. Cela veut dire que si une personne a perdu ou qu'elle a gagné une centaine de grammes, ça veut dire qu'elle n'a ni perdu ni gagné. Ça rentre dans la marge d'erreur de la balance et donc ça ne se prend pas en compte. OK. Bon. Bon, toutes ces explications et puis ce que je vais nommer après comme étant les cibles métaboliques, les mécanismes métaboliques, je les avais bien détaillés dans cette étude, publiée déjà en 2022, si je me souviens bien. Non, 2021. Oui, 2021. Et donc, il y a à peu près, si je me souviens bien, une vingtaine de cibles métaboliques ici, dans cette étude, qui sont bien détaillées. Alors, je ne pense pas que cette étude soit accessible en full texte, mais si certains ont besoin, ont envie de consulter l'étude, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai la version complète de l'étude. Bon, donc les mécanismes régulateurs, donc souvenez-vous ce qu'on a dit ici. Donc on a anabolisme, catabolisme, énergétique
protéiques, plus les mécanismes régulateurs de ces groupes de processus métaboliques. Donc, ces mécanismes régulateurs-là passent donc à travers donc la digestion, la locomotion. Donc, vous avez compris ici, il s'agit donc de l'alimentation ingérée versus la quantité de mouvement produite au cours de la journée. Donc là, on est, on va dire, plus ou moins au sens strict sur ce que l'on appelle la balance énergétique, ou ce que ça veut dire au sens strict, c'est-à-dire la quantité de ce qu'on ingère versus la quantité d'énergie dépensée. Alors, c'est un peu plus complexe que cela parce que dans le système digestif, vous avez également des variables, je vais vous en parler brièvement juste après, des variables comme la perméabilité intestinale, comme le microbiote, hein, où là, ça régule aussi l'inflammation et donc ça interagit aussi avec le système immunitaire. Donc, ce que vous voyez ici, là, quand on dit système digestif, appareil locomoteur, etc., ou alors sur les cibles qu'on va voir juste après, tout ça, c'est une sorte d'organisation pédagogique. Réellement, tout interagit avec tout. Okay, tout interagit avec tout. Et surtout, le système immunitaire. Le système immunitaire interagit avec la totalité des systèmes qu'on a. Et surtout dans le cas de la perte de poids, pour ça qu'après, on va parler d'inflammation dans le cadre de la perte de poids. Donc, le système digestif, l'appareil locomoteur, les organes d'élimination et la détoxification hépatique. OK. Le système nerveux autonome, et par là, on veut dire ici principalement, en termes de cible, les neurotransmetteurs. Le système endocrinien, là principalement on va voir après, donc c'est l'insuline, la T3, donc les hormones thyroïdiennes, les hormones sexuelles. Okay, ça c'est vraiment les hormones qui sont directement en lien avec la prise ou la perte de poids, la régulation du poids. Alors on peut rajouter avec cela les hormones de l'appétit. Okay, mais bien entendu, la plupart des autres hormones interviennent aussi indirectement dans la prise ou la perte de poids aussi. Le système immunitaire, mais alors là, ça intervient directement dans la régulation du poids, dans le sens où on a donc l'activité du système immunitaire qui est représentée par ce que l'on appelle l'inflammation. Et on a un type d'inflammation bien particulier dans le cas de l'excès de poids, surpoids ou obésité, qu'on appelle l'inflammation de bas grade, qui est en fait une inflammation qui est induite par des cytokines pro-inflammatoires produits par le tissu adipeux blanc. Le tissu adipeux brun produit plutôt des cytokines qui sont anti-inflammatoires. C'est pour ça que j'insiste ici sur le potentiel pro-inflammatoire des cytokines qui sont produits par le tissu adipeux blanc. Et donc, chez l'obèse, on a un excès de tissu adipeux blanc. Et donc, le fait qu'il y ait trop de graisses qui sont stockées dans les adipocytes blancs, eh bien, ça produit trop d'adipokines, les cytokines produites par le tissu adipeux. Et ces adipokines pro-inflammatoires maintiennent le niveau d'inflammation, comme son nom l'indique, inflammation de bas grade. Ça maintient le niveau d'inflammation à un niveau relativement bas, mais qui est plus élevé que la normale. Et là, on a des interprétations qui sont différentes. Si on prend par exemple la CRP ultrasensible, souvent dans la mesure de la CRP, on considère qu'une CRP inférieure à 5 ou à 6 en fonction des laboratoires, que si c'est inférieur à 5 ou à 6, c'est normal. Alors que
pour la mesure de l'inflammation de bas grade et la mesure du risque cardiovasculaire, on considère qu'une CRP est normale lorsqu'elle est inférieure à 1, et chez 5% de la population qui ont un SNP, une mutation sur le gène qui code pour la CRP, on considère que leur CRP est normale lorsqu'elle est inférieure à 0,3. D'accord? Donc, lorsqu'on est à 1 ou plus, pour les 95% des gens qui n'ont pas cette mutation, on a une inflammation de bas grade. Et c'est cet indicateur-là, justement, de la CRP ultrasensible. Il y a d'autres indicateurs, bien sûr, TNF-alpha, et puis interleukine 6, interleukine 12, interleukine 1, l'histamine, et ainsi de suite. Mais c'est l'indicateur, on va dire, le plus simple, le plus accessible, le plus étudié en rapport avec la perte de poids, avec l'obésité. Donc, quand on combine le poids, la mesure du poids, donc de l'IMC, avec la CRP ultrasensible, on peut sortir avec un certain nombre de conclusions extrêmement intéressantes par rapport au déroulement du processus de perte de poids chez cette personne-là. Alors, je reviendrai à ça juste après. Le système cardio-circulatoire ou cardiovasculaire, bien entendu, détermine également en partie la régulation du poids. Ok, quelle est la part de responsabilité du psycho-émotionnel et comment infuse le métabolisme de la prise en charge nutritionniste? Je ne saurais pas vous donner un pourcentage. Bon, personne ne saura donner un pourcentage par rapport à ça, mais en gros, vous avez différents mécanismes. Quand vous dites psycho-émotionnel, ça renvoie tout simplement au centre du système nerveux autonome qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus qui est en rapport avec c'est pas le centre du système nerveux autonome, c'est le centre du système limbique, donc le système émotionnel, système limbique. Et donc ici, on va avoir notamment la fonction de l'hypothalamus dans la régulation de l'appétit et de la satiété, et accessoirement de la soif aussi. Donc, il y a ce mécanisme-là par lequel donc on a cette régulation psycho-émotionnelle. C'est une régulation qui est neuro-psycho-émotionnelle. Et puis, on a également tout ce qui est en rapport avec les neurotransmetteurs classiques. La sérotonine, par exemple, déficit en sérotonine, comme vous le savez, produit des compulsions alimentaires, des troubles du sommeil, qui lui-même va influencer aussi sur la prise alimentaire et donc sur le poids. Bon, il y a différents exemples par rapport à ça. Donc oui, quand on dit le psycho-émotionnel, encore une fois, on met dans une case un ensemble d'observations qu'on a, notamment les émotions, la réaction de l'individu, l'humeur de l'individu, mais tout ça a une base métabolique et physiologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose derrière ça, mais tout ça s'explique concrètement par le fonctionnement des neurotransmetteurs, mais pas que, bien sûr. Les neurotransmetteurs sont une cible métabolique intéressante dans ce sens, mais il y a une responsabilité importante dans le sens où ce que vous appelez ici le psycho-émotionnel est régulé par le système nerveux autonome dans sa composante limbique, et le système nerveux autonome régule la totalité de l'organisme, en fait, à travers, entre autres, le système endocrinien, neuro-endocrinien. Est-il un gène responsable, peut-être activé par de mauvaises habitudes? Non, il n'y a pas qu'un seul gène, il y a à peu près quelque chose comme 250 gènes qui peuvent présenter des SNP, des mutations d'un seul nucléotide, qui vont réguler pas le poids directement, mais la totalité des processus métaboliques qui rentrent dans la régulation du poids, y compris l'inflammation, y compris
l'homocystéine, y compris la régulation du microbiote, y compris les neurotransmetteurs, et ainsi de suite, la digestion, l'absorption, etc. Et donc là, on rentre dans, il y a la génétique, mais il y a aussi l'épigénétique, donc toutes les habitudes qui vont se traduire, on va dire, moléculairement pour, euh, on va dire, comment on dit ça, euh, euh, en anglais, on dit silencing, ou on va dire ce qui se traduit par, oui, réprimer un gène ou activer un gène, ce qui va donner telle ou telle adaptation métabolique qui va aller soit dans le sens d'une prise de poids ou dans le sens d'une perte de poids. Nourrissant, on trouve plus de tissu adipeux brun. Oui, je vais vous parler ici par rapport à l'adulte ou par rapport, mais un adulte sain a en général une quantité équilibrée entre tissu adipeux brun et tissu adipeux blanc, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il y a un tissu adipeux qui devrait y avoir une quantité équivalente de tissu d'adipocytes bruns versus adipocytes blancs, pas une quantité égale, parce que le tissu adipeux brun, on n'en a pas besoin en très grande quantité. Si vous voulez, le tissu adipeux brun joue le rôle de la cheminée et le tissu adipeux blanc joue le rôle du stock de bois. Ça contient les graisses qui vont être, entre guillemets, brûlées dans le tissu adipeux brun. On n'a pas besoin forcément d'avoir des masses d'adipocytes bruns. Donc, il y a toujours, même chez quelqu'un qui est sain, en termes de quantité, plus de tissu adipeux blanc que de tissu adipeux brun. Donc là, je donne toujours la métaphore de la cheminée et du stock de bois. Le stock de bois est toujours plus grand que la cheminée. Pour protéger le froid. Si vous parlez en termes d'égalité, non. Le tissu adipeux blanc est toujours majoritaire, soit chez le nourrisson ou l'adulte. Après l'âge adulte, transforme en blanc. Pas dans ça, non, pas complètement. Il y a en fait le tissu adipeux beige aussi, et c'est ce tissu adipeux qui se transforme en brun ou en blanc en fonction des influences environnementales et génétiques. Bon. Cibles métaboliques. Là, vous avez quelques cibles métaboliques. Il y en a d'autres, bien entendu. Je ne vais pas vous emmerder avec toutes les autres cibles. De toute façon, on n'aura pas le temps de tout expliquer. Donc, il y a la balance énergétique, comme je vous disais, ça, c'est une cible à part. Donc, il y a l'alimentation et l'activité physique. Donc, il y a la quantité d'énergie ingérée et la quantité d'énergie dépensée. Bien sûr, dans l'alimentation, il y a toutes les différentes composantes, il y a la configuration des repas au cours de la journée, il y a la qualité de ce qu'on mange, il y a la quantité de ce qu'on mange, bien que tout ça, toutes ces variables interagissent entre elles et il n'y a pas juste la quantité d'un côté et la qualité d'un côté, par exemple. Bon, quand vous diminuez la quantité, qu'est-ce que vous allez diminuer? Vous allez diminuer la quantité de ce qui est de mauvaise qualité. Donc, on a déjà ici une interaction entre ce qu'on appelle la quantité et ce qu'on appelle la qualité. Et c'est juste des sortes d'organisation, de cases dans lesquelles on met telle ou telle observation du point de vue pédagogique pour pouvoir expliquer les choses. Et concrètement, tout interagit avec tout. Sinon, vous avez l'élimination de la détoxification hépatique. Et là, je mets un gros trait sur la détoxification hépatique, extrêmement importante. Extrêmement importante. C'est d'ailleurs la première chose qu'il faut faire avant même de commencer tout programme de perte de poids. Il n'y a ni changement alimentaire, ni rien du tout. On commence d'abord par une activation de la détoxification hépatique et accessoirement aussi le fonctionnement des organes d'élimination. Et ensuite, à ce moment-là, on peut parler de perte de poids. Parce que vous avez dans un adipocyte
mis à part la fonction endocrine dont on avait parlé un tout petit peu avant, et mis à part le stock de graisse qu'on a dans l'adipocyte, vous avez aussi de l'eau dedans, et dedans, vous avez également des toxines liposolubles. L'adipocyte est une sorte d'émonctoire ou de faux émonctoire. C'est un faux organe d'élimination. C'est un peu comme les articulations aussi, où là, on stocke ce qu'on appelle des cristaux, que sont en fait juste des composés toxiques hydrosolubles. Donc, dans l'adipocyte, on stocke plutôt ce qui est liposoluble, tout simplement parce que les adipocytes sont souvent, en tout cas dans la plus grande majorité du tissu adipeux, on est sur la périphérie du corps. On est sur l'hypoderme, en fait. On est très proche d'un émonctoire qui est d'un organe d'élimination qui est la peau, un organe d'élimination mixte d'ailleurs. Et donc, lorsque le foie ne détoxifie pas bien, pourquoi je vous parle de détox ici? Parce que les toxines qu'on stocke dans le tissu adipeux, en espérant qu'un jour, ça va sortir et ça va être éliminé par les organes d'élimination, ou que ça pourrait peut-être aussi passer également dans le derme, etc., et sortir par la peau. Donc, ces toxines-là sont liposolubles. Et la quasi-totalité de ce qui est détoxifié dans le foie, je ne parle pas de l'élimination, mais de la détoxification, la quasi-totalité de ce qui est détoxifié dans le foie est liposoluble aussi. Donc, et souvent aussi, on a des déséquilibres très importants au niveau de la détoxification hépatique qui font qu'on détoxifie très lentement, ce qui fait que les personnes qui sont très exposées à ce type de toxicité, qui est en toxicité à la fois endogène et exogène, on dit toxine ici, c'est pas quelque chose d'abstrait, hein. C'est chimique. Donc, vous avez tous les xénobiotiques qu'on peut absorber de l'extérieur, et vous avez également tous les métabolites hormonaux, voire les métabolites de certains neurotransmetteurs ou d'autres molécules, mais surtout les métabolites hormonaux qui sont également détoxifiés. Okay. Et donc, tous ces composés toxiques vont être stockés dans le tissu adipeux, et quand on en a trop, donc c'est un des mécanismes physiopathologiques de l'obésité, quand on a trop de ces toxines qui ne sortent pas suffisamment à travers la détoxification hépatique et ensuite à travers les organes d'élimination, eh bien, on stocke. C'est un mécanisme de défense, de protection des organes vitaux. On stocke ces toxines dans le tissu adipeux, ce qui fait grossir le tissu adipeux, ce qui fait prendre du poids. Alors, ce n'est pas le seul mécanisme physiopathologique, bien entendu. Et donc, ce mécanisme-là continue de fonctionner même en cours de perte de poids. C'est-à-dire que il ne va pas y avoir de perte de poids s'il n'y a pas la possibilité de détoxifier et d'éliminer ces toxines. Si on commence la perte de poids directement en induisant une restriction calorique, c'est-à-dire en agissant directement sur la balance énergétique, en induisant une restriction calorique, en diminuant ce qu'on mange et en augmentant l'activité physique, ce qui va arriver, c'est tout simplement, on va perdre du poids, c'est ce qu'on observe systématiquement, mais cette perte, ça sera de l'eau, des protéines et un petit peu de graisse qui sont situées dans des adipocytes qui sont les moins intoxiqués. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un certain moment, il y a un ralentissement dans la perte, une stagnation, une reprise du poids qui était perdu et une surcompensation à la hausse en rajoutant encore une petite quantité de poids en plus. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec donc des personnes qui subissent donc ce genre de situation, donc se retrouvent dans cette configuration yo-yo où au lieu de perdre du poids, elles ont l'illusion de perdre du poids, mais quand on regarde l'évolution de leur poids sur J1 ou J0 et J, admettons, 200 ou 365, on observe qu'elles ont pris du poids. Okay, donc, c'est une baisse qui s'accompagne d'une prise plus importante que la baisse, et ensuite une baisse qui s'accompagne d'une prise plus importante que la baisse, et ainsi de suite. Et donc,
leur poids se met en tendance haussière au lieu de se mettre en tendance baissière, bien entendu. Et donc, c'est dû tout simplement au fait qu'on ne travaille pas sur les organes d'élimination et sur la détoxification hépatique, tout simplement. Ces toxines liposolubles, si elles ont été mises là dans le tissu adipeux blanc, c'est pas pour rien, et c'est pas en induisant une restriction calorique de quelques semaines, voire même plus, que ces toxines-là vont sortir. Et donc, les adipocytes qui les portent vont garder leur tissu adipeux et leur eau dedans, parce que l'eau et les graisses sont des isolants de ces toxines. Ce qui fait que plus tard, on voit par exemple des situations comme la cellulite, par exemple, entre autres. Ça peut produire de l'acné aussi, même si ou d'autres troubles dermato, même si c'est aussi régulé par d'autres choses, aussi par des hormones, etc. Le microbiote intestinal et la perméabilité de la barrière intestinale aussi sont deux composantes, deux cibles métaboliques extrêmement importantes. Il y a quasiment toujours, je ne parle pas ici du surpoids, même si c'est très souvent le cas, donc que ça soit associé à une dysbiose, mais pour l'obésité, il est quasiment impossible d'avoir un patient qui est en dysbiose et qui est obèse et qui n'est pas en dysbiose. Même s'il ne l'est pas concrètement en fonction des marqueurs qui sont mesurés sur un bilan du microbiote, peut-être qu'il suffit d'attendre et à ce moment-là, il va avoir cette dysbiose. Alors, dysbiose peut être induite à la fois par l'obésité elle-même, par l'excès de poids lui-même, parce que l'excès de poids veut dire inflammation de bas grade. Inflammation de bas grade, c'est une suractivation de l'activité inflammatoire du système immunitaire et puis donc ce qui va influencer la composition du microbiote, la configuration du microbiote, vu qu'au niveau intestinal, on a la grande majorité du microbiote qui est situé dans l'intestin, dans les intestins, et aussi la grande majorité, les 4/5 du système immunitaire, des cellules du système immunitaire qui sont situées dans le dernier tiers de l'intestin grêle, là où se fait le plus gros de l'absorption intestinale. Donc, il y a une grosse interaction entre le microbiote, le système immunitaire et, entre les deux, la barrière intestinale aussi. Il y a aussi l'inflammation, et c'est de cela qu'on va parler juste après. Les neurotransmetteurs, également, on en avait parlé un tout petit peu, et donc je vais éviter de rentrer dans les détails, sinon on va encore déporter. Les hormones, tout ça va réguler à la fois l'anabolisme et le catabolisme, que ce soit énergétique ou protéique. Ça régule aussi, pour certaines de ces hormones, ça régule aussi la production de certains neurotransmetteurs, n'est-ce pas? Donc, la T3, par exemple, régule la production des catécholamines. Les œstrogènes et aussi la progestérone régulent la production, notamment de la sérotonine et du GABA, par exemple, etc. Okay. Et donc, comme marqueur métabolique aussi, puisqu'on a parlé du système cardiovasculaire, donc vous avez aussi l'homocystéine, mais pas que, il n'y a pas que l'homocystéine. Mais l'homocystéine est une bonne cible, c'est aussi un bon marqueur de risque cardiovasculaire. Donc, c'est intéressant de voir sur l'homocystéine au lieu de voir sur d'autres marqueurs qui peuvent être plus ou moins biaisés, comme le cholestérol, par exemple. Bon. Dans ça, je vous ai résumé un petit peu ici, on ne va pas s'étaler trop là-dessus, le bilan préliminaire qu'on pourrait avoir, on va dire un minimum de ce qu'on peut avoir comme bilan préliminaire pour la prise en charge d'un patient obèse. Il y a l'anthropométrie, bien entendu. Dans l'anthropométrie, le plus important, c'est l'IMC. On peut aussi utiliser le tour de taille, tour de hanche, et là, calculer le ratio tour de taille, tour de hanche, qui est aussi intéressant. Mais bon,
L'IMC est relativement suffisant, surtout si on combine avec les autres marqueurs aussi. Donc, il y a les marqueurs, le bilan nutritionnel avec les habitudes, les préférences alimentaires et tout ça. L'inflammation. Donc là, j'ai mis CRP ultrasensible uniquement parce que bon, les autres marqueurs coûtent relativement cher et c'est pas à la portée de tout le monde. Et que la CRP ultrasensible aussi est très utilisée dans beaucoup d'études comme marqueur pour les adaptations métaboliques chez l'obèse et au cours de la perte de poids. Le bilan micronutritionnel, le microbiote également, on en avait parlé, donc le bilan du style de vie, le sommeil, le stress, l'activité physique, bilan des neurotransmetteurs aussi, ça on ne pourra pas l'aborder ici, bilan thyroïdien, très important. Alors on peut rajouter en fonction des problématiques et de l'historique médical du patient, on peut rajouter d'autres mesures, d'autres biomarqueurs hormonaux, bien entendu, hein. Les hormones sexuelles, l'insuline et tout ça, les marqueurs du glucose, par exemple, et des lipides, tout ça est intéressant à voir. Okay. Mais ici, on va se concentrer sur deux choses, sur l'IMC et sur donc, le poids, en gros, et sur la CRP. Avant de passer à cela, je vais voir s'il y a des questions. On parle d'ailleurs de graisse ectopique qui est la plus délétère. Exactement, tout à fait. Ok, la stéatose. Ok. Bon, la stéatose, c'est bon, les cibles métaboliques de la stéatose sont à peu près les mêmes que ceux de la perte de poids pour un obèse. C'est de la graisse qui est située autour du foie, justement. Il y a un tas de processus métaboliques qui font qu'il y ait une partie de la graisse qui se stocke autour du foie et non pas au niveau de l'hypoderme. Ce qui est relativement dangereux. Et ça, c'est quand le foie fonctionne très, très au ralenti. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ça va nous détourner un petit peu de la conférence. Mais on pourrait en parler dans d'autres conférences, hein, pas de souci. Le statut de T3 libre, oui, sévèrement bas peut expliquer lui seul prise de poids ou difficulté. Oui, 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 tout à fait. Oui. La T3, alors, dans des cas d'hypothyroïdie subclinique, on n'est pas obligé d'avoir une prise de poids, hein. C'est un symptôme parmi d'autres, mais on n'est pas obligé de l'avoir. Mais par contre, lorsqu'il y a un déficit sévère en T3, oui, ça explique très bien une prise de poids ou une difficulté à perdre du poids. Jeûne peut avoir un impact important sur la perte de poids. Oui, s'il est pratiqué de manière bien réglementée et si ça ne produit pas, j'ai envie de dire, beaucoup de fatigue et beaucoup de compulsions aussi. Après, que le jeûne uniquement, ça peut marcher pour certains, mais pas pour la majeure partie des gens. D'accord? Parce qu'il y a un tas d'autres cibles métaboliques qui sont indirectement, on va dire, ou pas du tout impactées par le jeûne. Ok. Mais comment s'explique physiologiquement cet effet yo-yo? C'est exactement ce que j'ai expliqué. Perte de poids en termes de graisse et d'eau, de petite quantité de graisse, d'eau et de protéines, et ensuite une reprise rapide. L'eau, ça se reprend dans les 24 heures, et les protéines, 70 à 80%. En tout cas, je ne parle pas ici des protéines musculaires dont on a besoin pour faire des exercices compliqués, etc. Mais les protéines structurelles, ça se reprend en quelques jours.
OK. Et les graisses ensuite, ça vient se rajouter sur une période un peu plus longue et c'est plus rapide en fonction après de ce que mange la personne, mais c'est aussi rapide et en plus grande quantité parce que le fait de créer une restriction calorique, ça crée aussi de l'inflammation. Le fait de créer une restriction calorique sans qu'il y ait de dégradation de graisse au niveau des tissus adipeux blancs, ça crée plus d'inflammation. Et donc, il y a plus d'inflammation, veut dire plus de stockage de sucre dans les adipocytes sous forme de lipides et plus de production de lipides aussi. Bon, et plus de rétention d'eau. Vont faire cette détoxification. Ça ne sera pas possible de vous expliquer tout ça ici, sinon on va mettre encore jusqu'à minuit maintenant. C'est à cause des toxines, donc, entre autres. Comment réduire la perméabilité intestinale? Pareil, c'est tous des protocoles et ça prend beaucoup de temps pour expliquer ça. Les mitochondries, oui, exactement. Les mitochondries aussi, c'est pour ça que j'avais expliqué que ce n'était pas les seules cibles, mais quelques cibles. Les mitochondries sont une cible extrêmement importante. Quoi d'autre? Le taux de graisse mg et le taux de graisse mg, la masse graisseuse. J'ai pas compris en fait la question. C'est reformuler la question. Jeûne intermittent. Oui, le jeûne intermittent fait partie, c'est un des moyens qu'on utilise dans la cible de la balance énergétique, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Entre autres, pour les personnes qui ont des compulsions sucrées, des compulsions alimentaires, pas de jeûne. Pas de jeûne. Vous avez juste aggravé les compulsions. Personnes qui se réveillent fatiguées le matin, qui ont du mal à produire suffisamment de cortisol, de T3, de catécholamine, pas de jeûne non plus. Il faut d'abord résoudre ces problématiques. Quelle meilleure détox hépatique? Pareil, c'est des questions qui nécessitent au moins une demi-heure pour expliquer. La masse graisseuse, elle est plus importante que l'IMC. Ça dépend en fait, parce que déjà, ça dépend comment vous mesurez la masse graisseuse. Si vous, enfin, l'anthropométrie et pas les mesures anthropométriques sont pas aussi exactes et l'impédance-émétrie n'est pas non plus aussi exacte, puisque si vous avez affaire à quelqu'un qui est très obèse, le courant passera moins et les résultats sont sous-estimés. En général, c'est des scanners ou des IRM qui évaluent avec exactitude la quantité de masse graisseuse. Après, on n'a pas besoin de mesurer la masse graisseuse en tant que telle si l'on combine avec les autres marqueurs et avec aussi, surtout, la CRP ultrasensible. Pas des microbiotes tissulaires, y a-t-il une relation en ce sens? Oui, enfin, le microbiote, le centre de gravité du microbiote, c'est le microbiote intestinal. C'est là où vous avez 95% de tous les microbiotes. Et bien sûr, ça influence les autres microbiotes. Microbiotes, vous avez des microbiotes même sanguins. Un microbiote sanguin, un microbiote au niveau de la vésicule biliaire, au niveau de la vessie, au niveau... Bon, il y a quelques études chez le rat qui parlent aussi de microbiote au niveau cérébral. Bon, c'est des choses qui sont en cours d'étude, ce qui ne nous intéresse pas ici particulièrement. Bon, qu'est-ce qu'on surveille concrètement? On surveille le poids. Alors, on surveille tous les marqueurs que j'ai mis ici, mais déjà, je vous ai pris des exemples ici. Donc, il y a le poids et la CRP ultrasensible, un marqueur d'inflammation quelconque. Bon, le plus courant et ce qu'on utilise le plus, c'est la CRP ultrasensible, n'est-ce pas? Donc, il y a le poids qu'on mesure et on calcule ensuite l'IMC avec ça. Bon. Il y a aussi l'inflammation. Et donc, l'inflammation est mesurée, comme je vous disais, par la CRP ultrasensible, entre autres. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça, certains d'entre vous connaissent déjà, si vous avez quelqu'un qui est, on va dire, qui est obèse et qui a entamé un processus de perte de poids. Et donc, cette personne-là est en train de perdre du poids, n'est-ce pas? Donc, depuis quelques semaines.
En même temps, on mesure sa CRP régulièrement. Ça pourrait être, bon, en général, on mesure une fois par mois. Ça pourrait être plus que ça. Hein. Ça pourrait être une fréquence de 2 fois par mois, par exemple. Bon. L'essentiel, c'est de pouvoir tracer une courbe avec les résultats de la CRP, CRP ultrasensible. Si sa CRP est en train d'augmenter ou qu'elle est stable, hein, qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne diminue pas, alors que son poids est en train de diminuer, ça veut dire qu'au niveau métabolique, au niveau superficiel, elle est en train de perdre de la masse, hein, puisque son poids diminue. Mais au niveau métabolique, les processus métaboliques qui ont fait qu'il est devenu obèse sont toujours là, sont toujours sur la même configuration, et il suffit d'attendre ensuite, sa perte va ralentir, stagner, et ensuite, il va reprendre. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un marqueur prédictif extrêmement puissant, la CRP ultrasensible à elle seule. À elle seule. D'accord? Donc, quelqu'un qui perd du poids et son inflammation qui augmente ou qui n'augmente pas, qui est stable, parce que quand on dit inflammation stable, il n'y a pas d'inflammation stable. En fait, il n'y a pas d'inflammation euh, qui ne change pas. En fait, quand quelqu'un perd du poids, il est supposé avoir perdu de la masse adipeuse, blanche, et donc il est supposé forcément avoir moins d'inflammation, forcément. Si sa CRP est stable, si son inflammation est stable, ça veut dire que son inflammation a augmenté. C'est-à-dire qu'elle a augmenté. C'est juste qu'elle n'a pas augmenté suffisamment pour pouvoir voir l'augmentation dans le marqueur. Okay? Donc, nous, on a besoin que l'inflammation diminue. Voilà. Quand le poids baisse, l'inflammation doit baisser. Ça, c'est la première règle de base. Le poids baisse, l'inflammation doit obligatoirement baisser. Si l'inflammation ne baisse pas, ça veut dire qu'il y a un tas d'autres processus qui sont toujours dans la même configuration qui a fait que la personne est devenue obèse, hein, en excès de poids, et qui maintiennent cette inflammation ou qui la font encore augmenter. Ok, je vous donne un exemple. Vous avez donc une configuration du microbiote qui est équivalente au niveau d'inflammation du système immunitaire chez un obèse. Vous commencez à faire perdre du poids à cette personne, elle perd du poids. Ok. Qu'est-ce qui arrive au niveau du microbiote? C'est quoi le microbiote? En gros, c'est des espèces microbiennes, bactériennes, levures, etc. Donc, c'est des organismes vivants, en fait. Et donc, cette configuration du microbiote est toujours maintenue dans le sens où le microbiote va tout faire pour survivre, tel qu'il est, dans sa configuration, en produisant des molécules de signalisation, je dirais en bombardant l'organisme de molécules de signalisation qui vont se mettre sur des récepteurs au niveau du système immunitaire, au niveau des cellules du système immunitaire, et sur des récepteurs au niveau des adipocytes pour les inciter à produire plus d'adipokines pro-inflammatoires. Et donc, le niveau d'inflammation est maintenu malgré que la personne est en train de perdre du poids. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a toujours le même microbiote, en fait, qui a fait qu'elle est devenue obèse ou qui a pris cette configuration lorsqu'elle est devenue obèse. Ça va dans les deux sens. Ça, c'est juste un exemple avec le microbiote, mais vous pouvez appliquer ça sur la totalité des autres cibles métaboliques. Donc, quand l'inflammation est toujours là, alors que la personne perd du poids, tout ce que vous allez produire, c'est l'effet yo-yo. C'est tout. Donc là, c'est un marqueur prédictif. Ça ne vous dit pas d'où ça vient. Ça ne vous dit pas d'où vient la problématique, pourquoi l'inflammation est toujours là. Mais ça vous dit déjà quelque chose d'extrêmement important, c'est que la perte de poids que vous avez eue, ce n'est pas une vraie perte, en fait. Il va y avoir de toutes les façons une reprise. OK, il suffit d'attendre. Bon, c'est pas ça que je voulais expliquer ici. Ça, c'est quelque chose de relativement basique. Il y a autre chose aussi d'intéressant. Quand on combine à la fois le marqueur poids et le marqueur inflammation, donc CRP. OK, alors, OK. Quelle est la méthode la plus pratique et précise pour mesurer
grâce dans le cabinet. Les deux méthodes sont intéressantes. Si vous avez un patient qui dépasse, alors enfin, c'est pas aussi précis, mais je dirais qu'il dépasse les 37-38 d'IMC, le mieux, c'est d'utiliser l'anthropométrie. C'est de mesurer, d'avoir une pince à plis et de mesurer les plis bicipitales, tricipitales, iliaques, etc. Bon, il y a différentes méthodes et d'utiliser l'équation qui correspond pour estimer le pourcentage de masse adipeuse. Si vous avez un patient qui est obèse mais qui n'a pas qui n'arrive pas jusqu'à 37-38 d'IMC, à ce moment-là, l'impédensmétrie pourrait être intéressante aussi. Mais l'anthropométrie est intéressante également. Donc, si vous voulez utiliser une seule technique pour tout le monde, c'est l'anthropométrie. Après, l'anthropométrie prend du temps. Ce n'est pas comme l'impédensmétrie où ça se fait en 2 minutes. Là, il faut prendre des plis, etc. Il faut avoir soit un logiciel, soit une feuille Excel dans lequel se fait le calcul et entrer les données, et là, vous avez le résultat. Okay. L'impédensmétrie n'est pas très précise, comme je vous disais, lorsqu'il y a trop de graisse. Quelle est la relation entre la perte de poids et l'inflammation? L'inflammation, c'est le processus métabolique qui est en rapport avec tous les autres processus métaboliques qui sont impliqués dans la perte, dans la prise ou la régulation du poids. L'inflammation, c'est ce qui a des interactions avec tout le reste, en fait. Quand il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, quand il y a trop de tissu adipeux, quand il y a plus ou moins de telle ou telle hormone, quand il y a un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, du système nerveux autonome et ainsi de suite, homocystéine, tout ça, il y a toujours un impact sur l'inflammation. Et comme l'inflammation est aussi déterminée par la quantité de tissu adipeux, donc par la prise de poids, par la régulation du poids, soit la prise ou la perte de poids, eh bien, l'inflammation, c'est l'indicateur le plus important endogène. Comme je vous disais au début, l'indicateur principal superficiel, exogène, enfin, oui, superficiel, visuel, c'est le poids. Et l'équivalent du poids, du point de vue métabolique, ça se manifeste au niveau de l'inflammation, au niveau de la CRP ou un autre marqueur. Température basale élevée est-elle intéressante à utiliser sur l'évolution thyroïdienne chez l'obèse? Pour certains patients, oui. Pour certains patients, oui. Après, c'est pas aussi précis. C'est pas des changements de température extrêmement importants et donc il y a une marge d'erreur assez importante. Pas chez tout le monde, bien sûr, mais ça peut fonctionner chez certains patients. Comment empêcher le microbiote d'agir sur la production d'adipokines? Il faut, c'est-à-dire, là c'est un raisonnement linéaire. Il ne faut pas juste agir sur le microbiote, il faut agir sur tout, en fait, sur toutes les cibles. Il faut un protocole de perte de poids complet qui agit sur toutes les cibles. Okay. Pas forcément dans le même temps, mais de façon planifiée et structurée. Et à ce moment-là, l'inflammation diminue, le poids diminue, le microbiote et les autres cibles métaboliques se régulent petit à petit et le poids qui est en train d'être perdu n'est pas perdu parce qu'on force la restriction calorique, il est perdu entre autres par la restriction calorique, mais surtout aussi par le fait que les voies métaboliques sont en train de se rééquilibrer en même temps et c'est ce qui fait que ce poids va être durable. Et c'est ce qui fait que ça va être une vraie perte de poids sur une tendance lourde. OK, bon. Dernière chose, 2-3 petites choses et ici on va clôturer. Donc, quand on utilise donc ce marqueur d'inflammation, la CRP, ça peut renseigner sur pas mal de choses. Entre autres, alors c'est des informations, des données qu'on utilise, comme je vous disais, en nutrition du sportif, mais qui s'appliquent très bien aussi pour la perte de poids. Donc, on peut avoir un certain équilibre, on peut avoir des informations sur l'équilibre au niveau alimentaire des macronutriments
voire des micronutriments, mais surtout sur les macronutriments. Ça peut renseigner plus ou moins sur la qualité des aliments et ça peut renseigner aussi sur les allergies, voire les intolérances alimentaires. OK. Alors, quand on combine maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est quand on combine l'indicateur d'inflammation avec le poids. OK. Donc, comme je vous disais, lorsqu'on a une augmentation de la CRP, enfin de l'inflammation, ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a aussi une augmentation du poids, ce n'est pas non plus une bonne chose, vous avez compris. Donc, quand on a une augmentation de la CRP et une augmentation du poids, d'accord, chez une personne, cela veut dire, la première chose à faire, c'est de diminuer la quantité de sucre ou d'améliorer la qualité de ces sucres ou bien sûr toutes les autres mesures qui sont en rapport avec ça, c'est-à-dire augmenter les fibres alimentaires, diminuer la quantité de ces sucres, prendre des composants par exemple qui diminuent la dégradation ou l'absorption des sucres, etc. Donc en tout cas, c'est en rapport avec le métabolisme des sucres et surtout la quantité de sucre absorbé, ingéré et absorbé. Donc, dans un plan alimentaire, je vous parle ici pas d'un patient qui vient comme ça pour la première fois, mais d'un patient qui est pris en charge. Vous avez produit un plan alimentaire et puis après un mois ou deux, le patient revient et vous allez voir ce qu'il en est. Donc, vous allez voir l'évolution de la courbe de poids, vous allez voir l'évolution de la courbe de l'inflammation et d'autres marqueurs aussi. Et donc, malgré que vous avez modifier ou restructurer son alimentation avec d'autres mesures, bien entendu, sa CRP a augmenté et son poids aussi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que déjà, au niveau de son alimentation, il y a trop de glucides. Alors, il peut y avoir trop d'aliments tout court, mais je fais confiance à votre intelligence pour ne pas lui donner à manger plus que ce qu'il mangeait avant, n'est-ce pas? Donc, on va écarter cette possibilité. Admettons qu'on a essayé de créer une certaine restriction calorique, pas trop importante, mais selon ce qu'on avait estimé, c'est qu'il devait y avoir une certaine restriction calorique. Mais malgré cela, le patient a vu son poids augmenter et sa CRP aussi augmenter, donc son inflammation augmenter. Là, c'est un problème de quantité de sucre. Donc, il faut diminuer la quantité de sucre absorbée par tous les moyens. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Des moyens, ça va être encore plus complexe. Mais déjà, je vous donne des clés de réflexion. Si maintenant, on a une augmentation de la CRP avec une baisse du poids. Le cas de figure qu'on avait expliqué juste avant. Il peut y avoir différentes situations. Il peut y avoir différentes situations dans le sens où une augmentation de la CRP, c'est une augmentation de l'inflammation malgré qu'il y ait une baisse du poids. Donc, on peut avoir plusieurs cas de figure. Entre autres, donc, une quantité de protéines insuffisante versus la quantité de glucides. Okay. Ou alors, en même temps que la quantité de protéines est insuffisante, la quantité de glucides est aussi insuffisante. Quand on dit insuffisante, c'est très insuffisante, c'est-à-dire qu'il y a eu ici une restriction calorique extrêmement sévère. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va perdre du poids extrêmement rapidement, d'accord? Mais qu'en même temps, on voit au niveau du marqueur de l'inflammation que ça augmente. Okay. Cela veut dire tout simplement que c'est une perte de poids forcée par une restriction calorique trop importante. Et à ce moment-là, il va y avoir de toutes les façons une reprise du poids. Il suffit d'attendre. Ça n'est pas une perte de poids au sens propre de ce que j'avais expliqué au début. C'est-à-dire que ça n'est pas une perte de poids qui va se mesurer et se maintenir sur une tendance lourde. Donc ici, il va falloir diminuer cette restriction calorique. Il va falloir rajouter, au départ, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute
hein, quelques portions de protéines, d'aliments protéinés. Okay. Si on voit que ce n'est pas encore suffisant, c'est-à-dire que la quantité de glucides aussi est encore très diminuée, et à ce moment-là, on rajoute 1 ou 2 portions d'aliments glucidiques de bonne qualité. D'accord? Si maintenant on a une augmentation de la CRP avec un poids qui est stable, c'est-à-dire en gros, la personne, malgré tout ce que vous avez fait en termes de recommandations, etc., la personne ne perd pas de poids. C'est la situation classique d'une stagnation. Et que la CRP a augmenté, l'inflammation a augmenté, donc la personne a plus d'inflammation et elle n'arrive pas à perdre du poids, en gros. Okay. Ici, il s'agit forcément de carences micronutritionnelles. Donc, il faut voir lesquelles. Il faut faire un bilan micronutritionnel. Alors, ça peut être autre chose, hein. Là, puisque je parle ici de l'équilibre macronutritionnel et micronutritionnel, je vous ai cité que ça. Mais ça pourrait être autre chose aussi. Ça pourrait être aussi, par exemple, une baisse de la capacité de détoxification, puisque sur un certain temps, quand on perd une certaine quantité de poids, il va y avoir libération importante de ces toxines liposolubles dont on avait parlé, et donc il va y avoir forcément plus d'inflammation. Et bien sûr, un ralentissement au niveau de la perte, voire une stabilisation ou une stagnation au niveau de la perte, puisqu'il y a trop de toxines qui sont en train d'être libérées de la dégradation des graisses par le tissu adipeux blanc. OK? Donc, ça pourrait être ça, donc ça pourrait être ce problème-là donc de déficit micronutritionnel, souvent le cas, voire des problèmes de détox, voire d'élimination. Ça peut être aussi des problèmes d'allergie ou d'intolérance alimentaire également. OK. Bon, ça c'est globalement ce que je voulais vous expliquer par rapport à la CRP et la combinaison CRP et poids, IMC. OK. Donc, en récapitulatif, il y a un ensemble de facteurs. Alors, ces facteurs-là, vous les trouverez dans l'étude que je vous ai montrée au tout début. Peut-être pas disposés exactement de cette façon, mais c'est à peu près la même configuration. Donc, il y a des interactions complexes qui se font entre tous ces facteurs, toutes ces variables, si vous voulez, parce que, bon, c'est plus des facteurs que des variables parce que dedans, c'est endocrinien, c'est un ensemble de variables à lui seul, psychologique aussi, etc. Donc, c'est plutôt des facteurs de régulation du poids. OK. Donc, alors, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais les prendre. Oui, on peut, comme je disais, remplacer la CRP ultrasensible par d'autres indicateurs comme les interleukines, TNF-alpha, l'histamine ou d'autres. On sait juste que ça coûte un peu plus cher et ce n'est pas disponible pour tout le monde. Mais la CRP, c'est un peu comme l'IMC. Hein. Au niveau métabolique, la CRP ultrasensible, c'est le marqueur qui est le plus étudié pour la perte de poids. C'est un peu comme l'IMC aussi. Ce n'est pas un marqueur parfait, c'est tout comme l'IMC, mais c'est le marqueur le plus utilisé, le marqueur métabolique le plus utilisé. Parmi ces mesures de restriction, on peut supprimer totalement les sucres rapides. La réponse courte, c'est non. Et une réponse plus détaillée, malheureusement, ça va prendre encore 15 minutes pour expliquer ça. Mais déjà, l'appellation sucre rapide n'est pas très claire. En gros, pour résumer, on ne parle pas de rapidité d'absorption des sucres, mais plutôt de la quantité de fibres qu'il peut y avoir avec, ce qui va ralentir l'absorption, ce qui va diminuer l'index glycémique. Mais on ne supprime jamais un groupe d'aliments dans son entièreté. Un régime cétogène, c'est comme le jeûne intermittent.
Comme les cellules ne savent pas utiliser autre chose que le glucose, du moins au début, hein, avant l'adaptation à l'acétose, ben, la personne est en restriction calorique. Fréquence de détoxification au cours d'une prise en charge d'un obèse chaque 3 mois. Pour la ça dépend, ça dépend, ça dépend. Il y a des personnes qui perdent très rapidement et qui ont une certaine efficacité au niveau de la détoxification, où on peut faire une détoxification tous les 6 mois, mais on ne raisonne pas de cette façon en fait. C'est quand on voit qu'au niveau de l'inflammation, c'est en train de ne pas bien descendre, pas bien diminuer, et qu'au niveau du poids, que ça se ralentit, qu'on commence à réfléchir, à penser au fait que probablement qu'il y a aussi un ralentissement au niveau de la détoxification. C'est pas au jour le jour, mais de semaine en semaine en fait. Et c'est en surveillant les marqueurs. Mais en moyenne, c'est entre 3 et 6 mois, oui. Pas oublier de rechercher les causes organiques. Évasion de CRP. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ça, je ne peux pas expliquer maintenant, mais oui, la CRP peut être influencée par d'autres choses, mais en général, on est dans la marge de 1 à 10 de CRP. Et c'est ça, en fait, l'interprétation de la CRP par rapport à l'inflammation de bas grade et au risque cardiovasculaire. Plus c'est des causes qui sont en rapport avec des maladies inflammatoires ou des infections ou autres. Non, je n'utilise pas l'approche calorique. Je ne calcule pas les calories du tout. Ok, chirurgie bariatrique nécessaire, bien prise en charge déjà, comme signalé. Un obèse qui a suivi ou a subi une prise en charge, enfin une chirurgie bariatrique, il doit être pris en charge avant et après. C'est pas très différent, mais on se concentre plus sur les carences micronutritionnelles qu'il peut y avoir aussi. En résumé, il faut voler quantité, qualité des aliments, maîtriser le poids. Oui, pour le volet alimentation, tout à fait, oui. Ok. Avant de clôturer, comme je vous disais au début, c'est une conférence qui est organisée dans le cadre du Forum international de nutrition intégrative, qui va se dérouler les 2 et 3 juin prochains sur Alger. Si vous voulez vous inscrire, ben, vous pouvez contacter ces numéros-là, c'est des numéros de téléphone et WhatsApp. Donc, on a un panel d'intervenants qui vont intervenir chacun dans sa spécialisation. Donc, on a entre autres Stéphane Rézimant, Patricia Bourguignon. J'ai cru voir Patricia tout à l'heure. Je ne sais plus si elle est là. Bon, si elle me voit, je lui passe le bonjour. Sinon, on a aussi David Billstrom, que certains d'entre vous connaissent parce qu'il avait intervenu dans la première édition aussi. D'autres nouveaux intervenants, donc on a la spécialiste ultime de l'histamine, Lucie Wachoko, qui va être parmi nous aussi et qui va nous parler pas que de l'histamine, mais de l'inflammation, de l'homocystéine et de tout ce qui est en rapport avec l'histaminose, en rapport avec la perte de poids. Voilà, on a aussi des nutrithérapeutes, des naturopathes, phytothérapeutes, coachs sportifs. On a Osman qui est ostéopathe et kinésithérapeute, qui travaille aussi beaucoup avec les patients obèses. Ok, on a des spécialistes donc de l'activité physique, notamment Kader et Amine 2, physiologie de l'exercice. On a un généticien qui est à la Menzel, que je pense la plupart d'entre vous connaissent, qui est intervenu la dernière fois aussi. Ok, donc pour récapituler, la thématique, c'est la prise en charge intégrative de l'obésité. Alors, c'est en hybride, c'est un événement hybride. Donc, pour vous, participants ou participants potentiels, vous pouvez soit assister à la totalité de l'événement pendant les 2 jours en ligne, d'accord, en Zoom, soit venir en présentiel sur Alger. Ok, donc c'est un événement en hybride.
OK. Sinon, pour récapituler, donc, c'est une formation, hein. C'est une formation certifiante. Donc, le 2 et 3 juin, donc c'est un vendredi, samedi, d'accord? Et puis, pour avoir plus d'informations et pour les inscriptions, ben, vous contactez le docteur Sofiane Benzakin, qui est responsable des inscriptions et de l'organisation sur place. Et donc, vous avez ces 2 numéros-là. Voilà. Donc, vous recevrez le replay demain et là, vous pouvez regarder et avoir les numéros si vous n'avez pas le temps de les enregistrer maintenant. Sinon, dernière chose, on a aussi cette formation de gémothérapie, mycothérapie et phytothérapie qui va commencer à partir du 22 mai et c'est une formation qui est entièrement en ligne. Donc, il y a moi-même, il y a aussi Sylvie Simonet et Raphaël Hamel qui est aussi médecin, phytothérapeute et spécialiste en médecine endobiogénique et phytohormonologie. Donc, ça va commencer à partir du 22 mai et ça va continuer jusqu'à fin juin. D'accord? Et c'est des séances en fin de journée de 3 heures. Donc, on commence par la phytothérapie, ensuite la gémothérapie et viendra ensuite le module de mycothérapie. Voilà, pareil, vous contactez toujours Dr Sofiane Benzakin qui pourrait vous renseigner pour les informations pratiques par rapport à cette formation aussi. Voilà, donc merci pour votre attention. Je vous souhaite une agréable soirée. Alors, avant de partir, il y a une autre conférence samedi prochain aussi, même heure. Une autre conférence sur, on va l'annoncer, mais c'est sur la phytothérapie, la perte de poids aussi. Ça va? Donc, merci à vous. Désolé si je n'ai pas répondu à toutes les questions, parce que j'ai essayé de, en tout cas, toutes les questions que j'ai vues, j'ai répondu. Peut-être qu'il y a certaines questions qui sont passées à la trappe. Vous pouvez toujours me contacter par mail et si vous avez des questions, et j'essaierai de répondre. Il n'y a pas de souci. OK. Merci beaucoup. Merci Céline pour toutes ces infos. Ah, Patricia est là. Salut Patricia. OK, donc à bientôt et je vous dis à la semaine prochaine.